Merci de m'avoir élevé, maintenant pars, dit ma fille adoptive. Restait une dernière clause, je l'ai élevée seule depuis ces 3 ans. 22 années à être pour elle le père et la mère à la fois, à me lever la nuit pour ses cauchemars, à recoudre ses ourlets, à l'attendre à la sortie de l'école, à vendre mes plus beaux outils, pour payer ses études. Et le jour où elle a enfin hérité dans le bureau du notaire, elle s'est tournée vers moi, le visage fermé, et elle m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. « Merci de m'avoir élevé. Maintenant pars. » Comme on remercie un employé dont on n'a plus besoin. J'ai hoché la tête. Je me suis levé. J'ai pris mon manteau, sans un mot, parce que les larmes m'auraient trahi, et que je voulais lui laisser au moins la dignité de ne pas me voir pleurer. J'étais à la porte, la main sur la poignée, quand la voix du notaire m'a retenu. « Monsieur Wagner, asseyez-vous, je vous prie. Il reste une clause. » Je me suis retourné. Il avait entre les mains une dernière feuille, scellée, que personne n'avait encore lue. Et quand il l'a lue à voix haute, dans le silence de ce bureau, ma fille est devenue livide. « Je suis profondément reconnaissant que tu sois là, avec moi, ce soir. Avant que cette histoire ne commence vraiment, laisse-moi te poser une question. D'où me regardes-tu en ce moment? Laisse un commentaire et dis-moi ta ville, ton pays. À mon âge, savoir qu'on m'écoute, quelque part dans le monde, c'est une chaleur qui vaut tous les feux de cheminée. Une note importante avant de continuer. Certains éléments de ce récit ont été romancés, pour donner de la clarté et de la force au récit. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels serait une coïncidence. Mais la leçon que tu vas entendre, elle, est tout ce qu'il y a de plus réel. Et cette histoire-là est longue, parce que toute une vie y est contenue. Installe-toi confortablement. Oh, prends ton temps. Et restons ensemble jusqu'au bout. Maintenant, commençons. Je m'appelle Antoine Wagner. J'ai 72 ans et j'ai passé toute ma vie à Colmar, en Alsace. Si tu connais ma ville, tu sais à quel point elle est belle, ces maisons à colombages aux couleurs vives, penchées les unes vers les autres au-dessus des ruelles pavées, ces canaux qu'on appelle là Petite Venise, les géraniums rouges aux fenêtres en été, et les marchés de Noël qui sentent la cannelle et le vin chaud en hiver, les cigognes qui claquent du bec sur les toits. C'est un pays de patience et de douceur, l'Alsace, et moi j'ai exercé là le plus patient des métiers, j'étais horloger. Pendant 50 ans, j'ai tenu une petite boutique dans la vieille ville, une échoppe étroite avec une vitrine pleine de pendules, de coucous, de montres anciennes. Réparer une horloge, vois-tu, c'est un art de patience. Il faut démonter des centaines de pièces minuscules, comprendre comment chaque rouage entraîne le suivant, nettoyer, ajuster, remonter et attendre. On ne force jamais un mécanisme. On l'écoute. On lui donne le temps. Et un jour, après des heures de travail silencieux, le balancier se remet à battre et l'horloge se remet à vivre. J'ai passé ma vie penché sur ces mécanismes, une loupe vissée à l'œil. Et cette patience-là, cette habitude d'attendre que le temps fasse son œuvre, c'est peut-être ce qui m'a sauvé à la fin de cette histoire. Mais n'allons pas trop vite. Une horloge, ça se remonte dans l'ordre. J'ai connu Élise quand j'avais 25 ans. Elle en avait 22. Et elle n'était pas pour moi, du moins c'est ce que tout le monde disait. Élise était une Reinhardt. Les Reinhardt à Colmar, c'était une vieille famille, riche, respectée, propriétaire d'une magnifique demeure dans la vieille ville et de vignes sur la route des vins. Et moi, je n'étais qu'un petit horloger, fils d'ouvrier, qui réparait des pendules pour vivre. Quand je suis tombé amoureux d'Élise, et elle de moi, sa famille a fait grise mine. On ne mélange pas le cristal et l'étain, disait sa mère, la vieille madame Reinhardt, une femme droite et fière comme la flèche de la cathédrale. Mais Élise avait du caractère. Elle m'a choisi. Elle m'a épousé malgré tout par amour, et nous avons été heureux. D'un bonheur simple, lumineux, dans un petit appartement au-dessus de ma boutique. Il ne nous manquait qu'une chose, un enfant. Les années passaient, et l'enfant ne venait pas. Nous avons consulté, espéré, prié. En vain. Et puis, un jour, Élise m'a pris la main et m'a dit « Antoine, il y a tant d'enfants au monde qui n'ont personne. Pourquoi attendre le nôtre, quand nous pourrions en aimer un qui attend des parents ?» C'est ainsi que Chloé est entrée dans nos vies. Elle avait 3 ans. Une petite fille aux yeux immenses. Méfiant, qui avait déjà connu trop de bouleversements dans sa courte vie, ballottée d'un foyer à l'autre. Le jour où on nous l'a confiée, elle serrait contre elle un lapin en tissu élimé, et elle ne disait pas un mot. Élise s'est agenouillée devant elle, lentement, et lui a tendu la main. Chloé l'a regardée longtemps. Puis elle a posé sa petite main dans la sienne. Et j'ai vu, à cet instant, le visage d'Élise s'illuminer comme jamais.
Bonjour, ma Chloé, a-t-elle murmuré. Tu es chez toi, maintenant, pour toujours, pour toujours. Élise l'a dit. Mais le destin, lui, n'avait pas signé ce contrat-là, car notre bonheur à trois n'a duré que quelques mois. Élise est tombée malade, un mal foudroyant contre lequel les médecins n'ont rien pu faire. En quelques semaines, je l'ai vue s'éteindre. Et un matin de novembre, alors que Chloé venait tout juste d'avoir 3 ans et demi, ma femme, l'amour de ma vie, m'a quitté en me faisant promettre une seule chose d'une voix déjà lointaine. Élève-la, Antoine. Élève-la comme si elle était de notre sang, et ne la laisse jamais douter qu'elle est aimée. Promets-le-moi. Je l'ai promis. La main dans la sienne, j'ai promis. Et le lendemain, je me suis retrouvé seul. Un veuf de 49 ans, petit horloger sans fortune, avec une petite fille de 3 ans qui n'était pas de son sang, qui venait de perdre la seule mère qu'elle avait connue et qui me regardait, avec ses grands yeux où je lisais la même question que celle qui me hantait, et maintenant, qu'allons-nous devenir, tous les deux? Je ne le savais pas. Mais j'avais fait une promesse. Et un Wagner, vois-tu, ça tient ses promesses. Ce que je ne savais pas non plus ce matin-là, c'est qu'Élise, ma douce Élise, avant de mourir, avait pris ses dispositions, qu'elle était allée voir, seule, un notaire, et qu'elle avait écrit, dans son testament, une clause, une dernière clause scellée, que personne ne devait lire avant le jour où notre fille hériterait. 22 ans plus tard, ce jour est arrivé, et cette clause a tout changé. Mais pour comprendre, il faut d'abord que je te raconte ces 22 années, les plus belles et les plus dures de ma vie. Les premières années ont été les plus dures. Pas à cause de l'argent, quoique l'argent fût rare, mais à cause de la nuit. Chaque nuit, ou presque, Chloé se réveillait en hurlant. Des terreurs sans nom, venues d'avant, de ces premières années chaotiques dont elle ne gardait que des ombres. Je me levais, je la prenais dans mes bras, je la berçais, et je marchais de long en large dans la petite chambre au-dessus de la boutique, en lui chantant les berceuses alsaciennes que ma propre mère me chantait. Schloft, schloft, Milius kind. Dors, dors, mon cher enfant. Parfois ça durait des heures. Et le matin, les yeux cernés, j'ouvrais quand même la boutique, parce qu'il fallait bien vivre, et je réparais des montres en luttant contre le sommeil. Mais peu à peu, les nuits se sont apaisées. Chloé a compris, je crois, à force de me voir là chaque fois, sans jamais faillir, qu'elle pouvait enfin dormir, tranquille, que cette fois, on ne l'abandonnerait pas. Et un soir, je m'en souviendrai toujours, alors que je l'abordais, elle a levé vers moi ses grands yeux, et pour la première fois, elle m'a appelé « Papa ». Juste « Papa ». J'ai dû me détourner pour qu'elle ne voie pas mes larmes. Ce mot-là, dans la bouche de cette petite qui n'était pas de mon sang, mais qui était devenue, sans retour possible, ma fille, ce mot-là valait toutes les fortunes du monde. Car, oui, j'aurais pu avoir une fortune. C'est une chose qu'il faut que je te dise pour comprendre la suite. À la mort d'Élise, il y avait l'héritage des Reinhardt, la belle demeure de la vieille ville, les vignes, l'argent de la famille. Mais Élise, dans sa sagesse, avait tout organisé pour sa fille, pas pour moi. Tout ce patrimoine devait revenir à Chloé et à elle seule le jour de ses 25 ans. En attendant, il était géré, protégé, placé sous l'autorité d'un notaire, maître Hartmann, un homme intègre, ami de la famille. Moi, dans tout cela, je n'avais droit à rien, pas un sou. Et c'était bien ainsi. Je n'avais pas épousé Élise pour son argent, et je n'allais pas commencer à le convoiter une fois qu'elle n'était plus là. Troy, et j'étais ça m'en s'est dit, comme en sédation sucriaise. Pour triste de prouser, une fois commencé de le prouser à l'écran abeille. La vieille Madame Reinhardt, la grand-mère d'Élise, pardon, sa mère, ne m'a jamais beaucoup aimé. Elle me trouvait trop modeste, trop petit pour les Reinhardt. Mais il faut lui rendre justice, elle aimait Chloé. À sa manière raide et fière, elle s'est intéressée à la petite. De temps en temps, elle l'invitait dans la grande demeure, lui offrait des robes, lui parlait du rang de la famille. Je laissais faire. Je voulais que Chloé connaisse d'où venait sa mère, qu'elle ait toutes les portes ouvertes. Mais le soir, c'était dans le petit appartement au-dessus de la boutique d'horloger qu'elle rentrait. C'était moi qui faisais ses devoirs avec elle, qui lui coupais ses tartines, qui la consolais de ses chagrins. La vieille dame est morte quand Chloé avait 15 ans, et avec elle s'est éteint le dernier des Reinhardt, sauf Chloé. Tout, désormais, attendait ses 25 ans. Élever une fille seule, quand on est un homme vieillissant qui ne connaît rien aux choses des filles, ce n'est pas simple. J'ai appris.
J'ai appris à tresser des nattes en m'exerçant le soir sur une vieille poupée jusqu'à ce que mes gros doigts d'horloger y arrivent. J'ai appris à parler des règles, des premiers chagrins d'amour, des amis fâchés. Quand Chloé est devenue adolescente, j'ai été dépassé souvent. Mais je n'ai jamais cessé d'être là. Aux réunions de parents, j'étais le seul père au milieu des mères, le seul vieux monsieur, et ça la gênait un peu, je le voyais bien. Mais j'y allais quand même, toujours. Et il y a eu les sacrifices. Ceux dont je n'ai jamais parlé à personne, surtout pas à elle. Quand il a fallu payer ses études, car Chloé était brillante et elle voulait faire de longues études du droit à Strasbourg, l'argent des Reinhardt était bloqué jusqu'à ses 25 ans, intouchable. Alors c'est moi qui ai payé, avec ma petite retraite d'horloger qui ne suffisait pas. J'ai vendu des choses. D'abord ma voiture, puis peu à peu mes plus beaux outils, ceux que mon maître m'avait légués, des instruments d'horlogerie anciens et précieux qui étaient toute ma fierté. Je les ai vendus un à un, sans rien dire, pour payer son loyer à Strasbourg, ses livres, sa vie d'étudiante. J'ai même vendu, à la fin, une montre de gousset qui appartenait à mon grand-père, la dernière chose de valeur que je possédais. Chloé n'a jamais su. Je lui disais que tout allait bien, que la retraite suffisait, qu'elle ne devait penser qu'à ses études. Il y a une image, parmi tant d'autres, qui me revient quand je repense à ces années. Chloé devait avoir 7 ou 8 ans. C'était l'hiver, un de ces hivers alsaciens, où le froid mord et où la neige tient des semaines. Le chauffage de notre petit appartement au-dessus de la boutique était poussif, et pour économiser, je ne le mettais au plus fort que dans sa chambre à elle. Le soir, je travaillais à l'atelier, emmitouflé dans 2 pulls, à réparer des pendules à la lueur de ma lampe en soufflant sur mes doigts gourds. Un soir, Chloé est descendue, en chemise de nuit, son lapin sous le bras. « Papa, pourquoi tu travailles si tard ?»« Et pourquoi il fait si froid en bas ?» Je lui ai dit que je n'avais pas froid, que les horlogers, ça avait le sang chaud. Elle n'a pas été dupe. Les enfants ne le sont jamais. Elle est remontée, et elle est redescendue avec sa propre couverture, celle de son lit, et elle me l'a posée sur les épaules. Comme ça, tu auras chaud, toi aussi. Puis elle s'est assise par terre à côté de mon établi, et elle m'a regardé travailler en silence jusqu'à ce qu'elle s'endorme contre ma jambe. Je l'ai portée dans son lit, et je suis resté un moment à la regarder dormir. Et je me suis dit que j'étais, malgré le froid, malgré les dettes, l'homme le plus riche du monde. C'est ces soirs-là, vois-tu, que Vincent a tenté de lui faire oublier. C'est cet amour-là qu'il a essayé de transformer, dans sa tête, en prison. On m'a proposé, à 2 ou 3 reprises au fil des années, de refaire ma vie. Une veuve charmante, une amie. D'enfance restée seule. Las, des occasions d'avoir à mes côtés une compagne pour mes vieux jours. J'ai dit non. Chaque fois. Pas seulement par fidélité à Élise, mais parce que je ne voulais pas que Chloé ait à partager le peu que j'avais, ni qu'une autre femme prenne, dans notre petit appartement, la place qui était la sienne. Je me suis dit que j'aurais bien le temps d'être seul plus tard, quand elle serait grande et heureuse. Pour l'instant, elle passait avant tout, avant ma propre vie. Je ne raconte pas cela pour me plaindre, ni pour me vanter. Un parent qui aime ne compte pas. Il donne, c'est tout. Et moi, j'ai donné de bon cœur, chaque jour, pendant 22 ans, sans jamais rien attendre en retour. Sinon peut-être, ce que tout parent espère au fond, qu'un jour, devenue grande, ma fille se retourne, me prenne dans ses bras et me dise simplement « Merci papa. Je suis là parce que tu as été là. » Chloé a grandi. Elle est devenue une belle jeune femme, intelligente, élégante, qui réussissait ses études de droit. J'étais si fier d'elle. Du haut de ma boutique d'horloger, je la regardais s'envoler et je me disais que ma promesse à Élise, je l'avais tenue. Notre petite était devenue quelqu'un. Mais c'est à peu près à cette époque, alors qu'elle approchait de ses 25 ans, l'âge fatidique où l'héritage des Reinhardt lui reviendrait enfin, qu'un homme est entré dans sa vie. Il s'appelait Vincent. Et avec lui, tout a commencé à changer. Vincent Delcourt. Je revois encore le jour où Chloé me l'a présenté dans un restaurant de Strasbourg, fière, rougissante. Un homme grand, soigné, la trentaine, le sourire facile, la poignée de main ferme. Il travaillait, disait-il, dans le conseil et l'investissement. Il parlait bien, avec assurance, de projets, de réussite, d'avenir. Et il regardait Chloé avec une admiration qui semblait sincère. Mais moi, le vieil horloger, j'ai appris en 50 ans à reconnaître les mécanismes truqués. Une horloge qui sonne juste, parfois, cache des rouages faussés. Et chez Vincent, quelque chose sonnait faux. Ses yeux, quand il croyait qu'on ne le regardait pas, n'avaient pas la chaleur de son sourire. Et très vite, j'ai remarqué une chose, il posait beaucoup de questions sur la famille de Chloé,
sur les Reinhardt, sur la demeure de la vieille ville, sur cet héritage dont Chloé avait dû lui parler. Il s'y intéressait avec une précision qui n'était pas celle de l'amour. Je n'ai rien dit, bien sûr. Un père qui critique l'amoureux de sa fille ne fait que la jeter dans ses bras. J'avais retenu cette leçon. Alors je me suis tu et j'ai espéré me tromper. Je ne me trompais pas. En quelques mois, Chloé a changé. Doucement, insidieusement, comme une pendule qu'on dérègle d'une fraction de seconde par jour et qui finit par être complètement fausse. D'abord, elle est venue me voir moins souvent, puis ses appels se sont espacés. Quand je téléphonais, c'était parfois Vincent qui répondait, qui me disait qu'elle était occupée, fatiguée, qu'il me la passerait plus tard, et plus tard ne venait pas. Lui s'était installé dans sa vie, dans son appartement, dans sa tête. Et il y avait, dans ses paroles à elle, quand nous nous voyions, des mots nouveaux. Des mots qui n'étaient pas les siens. Des mots de Vincent. Tu sais, papa, il faut que je pense à mon avenir maintenant. À ma vraie vie. Vincent dit que je me suis trop laissé enfermer dans le passé. Que je dois prendre mon envol. Et un jour, la phrase qui m'a transpercé, « Papa, est-ce que ça ne te gêne pas parfois que je ne sois pas vraiment ta fille ?» Je vais dire, biologiquement. J'ai posé mon tournevis. Je l'ai regardé. Chloé, tu es ma fille. Le sang n'a rien à voir là-dedans. Je t'ai choisi, je t'ai élevé. Qui t'a mis cette idée en tête? Elle a détourné les yeux. Personne. C'est juste, une question. Mais je savais d'où venait la question. Je savais qui, soir après soir, distillait dans l'oreille de ma fille ce poison lent. Il n'est pas ton vrai père. Tu ne lui dois rien. Ce petit horloger t'a gardé près de lui, dans sa boutique poussiéreuse, alors que tu es une Reinhardt faite pour une grande vie. Il t'a retenu. Et maintenant que l'héritage arrive, méfie-toi, un vieillard sans sou, ça peut vouloir profiter de ta fortune. Coupe les ponts avec le passé. Construis ta vraie vie. Avec moi, je n'étais pas dans la pièce quand ces mots se disaient. Mais je les entendais, à travers le changement de ma fille, aussi clairement que si on me les avait criés. Vincent avait un plan, je l'ai compris peu à peu. Épouser Chloé, ou du moins s'attacher à elle indissolublement, juste avant ou juste après qu'elle touche l'héritage des Reinhardt. Mettre la main, à travers elle, sur la demeure, les vignes, l'argent. Et pour cela, il fallait d'abord m'écarter, moi. Le vieux père, le seul qui voyait clair en lui, le seul qui aurait pu mettre Chloé en garde. Tant que j'étais là, dans un coin de sa vie, je représentais un danger. Alors il travaillait patiemment à me transformer dans l'esprit de Chloé en boulet, en parasite, en obstacle. Et ça marchait. Voilà ce qui me brisait le cœur. Ça marchait. Ma Chloé, ma petite fille des nuits de terreur, celle que j'avais bercée, nourrie, pour qui j'avais vendu jusqu'à la montre de mon grand-père, se détournait de moi, les yeux pleins d'une vie nouvelle, et brillante que Vincent lui faisait miroiter. Les mois ont passé. Le 25e anniversaire de Chloé approchait. Et avec lui, la date où l'héritage des Reinhardt lui serait officiellement transmis. Maître Hartmann, le notaire, m'a appelé un matin pour m'annoncer que la transmission aurait lieu à son étude, et qu'en tant que père et tuteur, ayant administré certaines choses durant la minorité de Chloé, je devais être présent. Chloé serait là, bien sûr. Et, m'a-t-il précisé d'une voix prudente, la jeune femme a demandé que son compagnon, M. Delcourt, assiste également à la lecture. J'ai accepté, le cœur lourd. Je sentais que ce jour ne serait pas une fête, que Vincent y serait, en embuscade, que l'héritage allait, d'une façon ou d'une autre, sceller ma mise à l'écart. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, sauf Maître Hartmann et une morte, c'est qu'Élise, 22 ans plus tôt, avait prévu ce jour, et qu'elle avait laissé, au fond de son testament, quelque chose qui attendait. Le jour de la lecture est arrivé. Un matin d'hiver, à Colmar, la neige sur les toits pentus, les cigognes parties pour le sud. J'ai mis mon seul beau costume, celui de l'enterrement d'Élise, devenu un peu large sur mes épaules de vieil homme. Et je suis allé à l'étude de Maître Hartmann, sans me douter que ma vie allait, ce jour-là, basculer 2 fois. L'étude de Maître Hartmann occupait une belle maison ancienne, près de la collégiale Saint-Martin. Une salle lambrissée, une longue table cirée, des reliures de cuir au mur. Quand je suis arrivé, Chloé était déjà là, assise très droite, magnifique dans un tailleur sombre que je ne lui connaissais pas, le menton haut. À côté d'elle, Vincent, costume impeccable, une mallette de cuir posée devant lui,
le regard satisfait d'un homme qui voit aboutir un long travail. Chloé m'a salué d'un signe de tête distant. « Bonjour, Antoine. » Antoine. Plus papa. Antoine. Ce seul mot m'a fait l'effet d'une lame. Maître Hartmann, un homme d'une soixantaine d'années au visage grave et bienveillant, nous a fait asseoir. Il avait devant lui un dossier épais, et au-dessus, une enveloppe scellée à la cire, jaunie par les années. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Lui ici, nous sommes réunis, a-t-il commencé, pour procéder à la transmission du patrimoine de feu madame. Elise Wagner, née Reinhardt, à sa fille, mademoiselle Chloé Wagner, à l'occasion de son 25e anniversaire, conformément aux dispositions testamentaires prises par la défunte. Et il a lu « La demeure de la vieille ville »,« Les vignes de la route des vins », les comptes, les placements, soigneusement administrés et accrus pendant 22 ans. Une fortune considérable. Tout cela revenait à Chloé. Je voyais ses yeux briller à mesure que le notaire énumérait. Je voyais la main de Vincent se poser sur la sienne, possessive. Et moi, je me sentais devenir transparent. Un fantôme dans cette pièce. Le vieux qui avait servi à élever l'héritière, et dont la fonction s'achevait là. Quand Maître Hartmann a eu fini d'énumérer les biens, Chloé s'est levée. Elle a respiré un grand coup, comme on rassemble son courage pour une chose préparée d'avance. Et elle s'est tournée vers moi. « Antoine, je voudrais te dire quelque chose. » Sa voix était posée, froide, récitée. « Je te suis reconnaissante. Vraiment. Tu m'as recueilli, tu m'as élevé, et je sais que ça n'a pas dû être facile. Merci pour tout ça. Sincèrement. » Elle a marqué une pause, mais aujourd'hui, je tourne une page. Je commence ma vraie vie, avec Vincent, dans ma maison, avec ce qui me revient. Et pour ça, j'ai besoin de me détacher du passé. De repartir à zéro. Ses yeux ont fui les miens. Alors, voilà. Merci de m'avoir élevé. Maintenant, pars. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là, toi et moi. Le silence est tombé dans la salle lambrissée. Merci de m'avoir élevé. Maintenant passe. 22 ans. Les nuits de terreur. Les berceuses. Les outils vendus un par un. La montre de mon grand-père. Les renoncements, les solitudes, les amours refusés. Tout cela, résumé, congédié, en une phrase. Comme on remercie une nourrice. Comme on règle une facture. J'aurais pu crier. J'aurais pu lui rappeler tout ce que j'avais donné. J'aurais pu m'effondrer. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Parce que, vois-tu, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne veut pas lui faire de mal, même quand c'est lui qui vous en fait. Et parce qu'il me restait une chose, une seule, que personne ne pouvait me prendre, ma dignité. Alors je me suis levé, lentement, mes vieilles articulations claquant. J'ai regardé ma fille une dernière fois, son beau visage fermé, déjà tourné vers sa nouvelle vie. Et j'ai dit d'une voix que j'ai réussi, « Dieu sait comment à garder ferme, je comprends Chloé. Sois heureuse. » C'est tout ce que j'ai jamais voulu. J'ai pris mon manteau sous le dossier de la chaise. Je l'ai enfilé, et je me suis dirigé vers la porte, le dos droit, retenant les larmes brûlantes qui montaient, bien décidé à ne pas pleurer devant elle, à lui laisser ce dernier cadeau, ne pas l'encombrer de ma peine. J'avais la main sur la poignée de la porte. Monsieur Wagner. La voix de Maître Hartmann, derrière moi. Grave, net. Asseyez-vous, je vous prie. Il reste une clause. Je me suis retourné. Le notaire tenait à la main l'enveloppe scellée, jaunie, qu'il avait prise sur le dessus du dossier. Il la regardait avec une solennité particulière. Avant sa mort, a-t-il dit, Madame Elise Wagner a joint à son testament une disposition complémentaire, scellée, avec instruction formelle qu'elle ne soit ouverte et lue qu'aujourd'hui même le jour de la transmission de son patrimoine à sa fille, et seulement après que celle-ci aurait pris connaissance de son héritage. Ce moment est venu. Il a regardé Chloé, puis moi. Je suis tenu, par la volonté de la défunte, de vous en donner lecture à tous. Il a rompu le seau de cire. Il a déplié la feuille. Et dans le silence absolu de la salle, il a lu les mots qu'Élise, 22 ans plus tôt, mourante, avait écrits en pensant à ce jour. Moi, Elise Wagner, née Reinhardt, saine d'esprit, ajoute à mes dernières volontés la condition suivante, qui prime sur toutes les autres. J'ai vu Vincent se redresser et soudain attentif. J'ai vu Chloé pâlir légèrement. Je lègue l'intégralité de mes biens à ma fille Chloé, mais à une condition expresse et impérative que son père, Antoine Wagner, qui l'élèvera quand je ne serai plus, soit honoré, respecté et accueilli sous le toit de la demeure familiale sa vie, durant comme le maître de maison qu'il aura été pour notre enfant. Le silence s'est fait plus lourd encore.
Et si, poursuit le texte, ma fille venait un jour à renier son père, à lui refuser un toit, ou à le chasser, alors par cette clause, elle perdra tout droit immédiat sur mon héritage. La pleine propriété et la jouissance de tous mes biens reviendront alors à mon époux Antoine Wagner, sa vie durant. Et ma fille n'en recueillera l'héritage qu'à la mort de celui-ci, et à la seule condition qu'il se soit d'ici là sincèrement réconcilié. Maître Hartmann a relevé les yeux de la feuille. Il a regardé Chloé. Mademoiselle Wagner, il y a quelques instants devant moi, devant témoin, vous avez dit à votre père, maintenant, pars, vous l'avez chassé. Ma fille est devenue livide, blanche comme la neige sur les toits de Colmar. Ce qui signifie, a conclu le notaire, qu'en l'état, vous venez de perdre votre héritage, et que la totalité du patrimoine Reinhardt revient à l'instant à M. Antoine Wagner. Tu imagines peut-être que j'ai éprouvé, à cet instant, une sorte de triomphe, que la justice m'était rendue, que celle qui m'avait chassé se trouvait à son tour dépouillée. Mais non, je n'ai ressenti aucune joie, aucune, parce que ce n'était pas l'argent que je voulais. Je ne l'avais jamais voulu. Ce que je voulais, c'était ma fille. Et la clause d'Élise, aussi juste fut-elle, ne me rendait pas ma fille. Elle me donnait des murs, des vignes, des comptes en banque et un gouffre à la place de mon enfant. Le premier à réagir a été Vincent. Et c'est là que son masque a commencé à glisser pour la première fois devant moi. C'est absurde. Il s'est levé d'un bond, le visage rouge. Cette clause est ridicule, archaïque. Archaïque, on ne peut pas déshériter quelqu'un comme ça pour une simple phrase. Maître, contestez ça immédiatement. Chloé est l'héritière, c'est évident, ce vieux testament ne tient pas debout. Remarque, comme il avait dit, ce vieux. Pas Monsieur Wagner. Ce vieux. Le mépris affleurait maintenant que ses plans vacillaient. Maître Hartmann la regardait froidement. Le testament est parfaitement valide, Monsieur Delcourt. Madame Wagner l'a rédigé en pleine possession de ses moyens devant moi et la clause est limpide. Vous pouvez bien sûr la contester en justice, mais je vous préviens, elle est solide. Et les juges, croyez-moi, n'aiment pas beaucoup ceux qui chassent un père qui a tout sacrifié pour son enfant. Vincent s'est rassis, fulminant, son cerveau déjà en train de calculer une nouvelle stratégie. Je le voyais faire. L'horloger en moi voyait tourner ses rouages. Chloé, elle, n'avait pas bougé. Elle fixait la table, livide, pétrifiée. Tout son bel aplomb s'était effondré. Elle venait de comprendre d'un coup qu'en récitant la leçon qu'on lui avait soufflée, « Merci de m'avoir élevé, maintenant pas », elle avait fait s'écrouler en une phrase l'édifice qu'elle croyait conquérir. Et moi, dans tout ça, moi, je regardais ma fille effondrée. Et malgré tout ce qu'elle venait de me faire, malgré la lame qu'elle venait de m'enfoncer dans le cœur, je n'ai pas pu supporter de la voir ainsi, parce qu'un père reste un père. Je me suis approché de la table, et je dis calmement, « Maître Hartmann, je vous remercie d'avoir respecté la volonté d'Élise, mais je ne veux pas de cet héritage. » Le notaire a levé les yeux, surpris. Chloé aussi. Même Vincent s'est figé. Je n'ai jamais voulu l'argent des Reinhardt, ai-je continué. Je ne l'ai pas voulu il y a 22 ans. Je ne le veux pas davantage aujourd'hui. Cette demeure, ces vignes, cet argent, ils sont à Chloé. Élise les lui destinait. Je ne vais pas, parce que ma fille a été cruelle un jour, la priver de ce qui lui revient. Alors dites-moi ce qu'il faut signer pour que tout lui revienne, et je signe. Et je m'en vais. J'ai vu, dans les yeux de Chloé, passer quelque chose. De l'étonnement, du trouble. Peut-être les premiers grains de sable dans le mécanisme bien huilé que Vincent avait monté en elle. Mais Maître Hartmann a secoué la tête, doucement, fermement. « Non, Monsieur Wagner, je ne peux pas vous laisser faire ça, et je ne le ferai pas. » Il a posé ses mains à plat sur le testament. Élise, votre femme, avait tout prévu, y compris cela, y compris le fait que vous, généreux jusqu'à l'absurde, vous voudriez renoncer immédiatement à tout pour que votre fille n'ait pas à payer le prix de sa faute. Elle me l'a dit, de son vivant. Antoine voudra tout rendre par amour. Ne le laissez pas. Le notaire a planté son regard dans le mien. Cette clause n'est pas une punition, Monsieur Wagner. C'est une leçon. La dernière leçon qu'une mère mourante a voulu donner à sa fille. Et cette leçon a besoin de temps pour porter ses fruits. Si vous renoncez tout de suite, vous la privez de cette leçon. Vous la laissez repartir avec son héritage et avec l'homme qui l'a manipulée, sans qu'elle ait jamais compris ce qu'elle a failli détruire.
Et sais-tu, le poids de ces mots flottait dans la pièce. Alors voici ce que prévoit la loi et ce que prévoyait Élise, a-t-il repris. À compter d'aujourd'hui, l'héritage est suspendu. Les biens reviennent à votre jouissance, monsieur Wagner. Et il appartiendra à votre fille, si elle le souhaite, de mériter à nouveau ce qu'elle a perdu par une réconciliation sincère. Pas une réconciliation de façade, calculée pour récupérer l'argent. Une vraie. Le temps dira si elle en est capable. Vincent a bondi. C'est une honte. Bah. Chloé, ne te laisse pas faire. On va attaquer. On va attaquer. Mais Chloé ne l'écoutait pas. Elle me regardait, moi. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai cru voir, derrière le masque que Vincent lui avait posé, le visage de ma petite fille. Je n'ai pas pu en supporter davantage. J'ai pris mon manteau, de nouveau, et cette fois personne ne m'a retenu. Je suis sorti dans la neige de Colmar, et j'ai marché longtemps sans but le long des canaux gelés, un vieil homme devenu riche et qui n'avait jamais été aussi pauvre. Le soir, je suis allé frapper à la porte du seul ami qui me restait, Joseph. Avant de te raconter la suite, comment ma fille, peu à peu, a commencé à voir clair et comment l'homme qui l'a manipulée a fini par se trahir, j'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Laisse un commentaire. Écris simplement, je suis là. 3 mots. Dis-moi que tu n'as pas abandonné ce vieil horloger sur les bords gelés de ces canaux. Parce que ce qui vient maintenant est le cœur de mon histoire, le long, patient travail du temps qui répare les cœurs comme on répare une horloge arrêtée. Et garde à l'esprit que ce récit comporte des éléments romancés ajoutés à des fins narratives et éducatives. Il n'est peut-être pas entièrement véridique. Si cela te gêne, libre à toi de t'arrêter ici. Mais si tu veux savoir comment l'amour d'un père et la sagesse d'une mère morte peuvent, ensemble, sauver une âme qu'on croyait perdue, alors reste avec moi. Il nous reste encore beaucoup de chemin. Joseph Klein était mon ami depuis l'enfance. Nous avions usé nos fonds de culottes sur les mêmes bancs d'école à Colmar. Lui tenait jadis une petite brasserie près du marché couvert qu'il avait passé à son fils. Veuf comme moi, à la retraite comme moi, il vivait seul dans un appartement encombré de souvenirs, et il avait sous ses dehors bourrus le cœur le plus fidèle que j'ai connu. Quand il m'a ouvert sa porte ce soir-là et qu'il a vu mon visage, il n'a pas posé de questions. Il m'a fait entrer, m'a servi un verre de Gewürztraminer, et il a attendu. Et j'ai tout raconté. La lecture, la phrase de Chloé, le manteau, et la clause d'Élise, et l'héritage qui me revenait, et le gouffre dans ma poitrine. Quand j'ai eu fini, Joseph est resté longtemps silencieux. Puis il a dit, de sa grosse voix, « Antoine, tu vas dormir ici, aussi longtemps qu'il faudra. » Il a rempli mon verre. « Et écoute-moi bien, vieux fou, tu vas arrêter de vouloir tout donner. Tu m'entends? Toute ta vie, tu t'es effacé pour cette petite. Tu as vendu tes outils, ta montre, ta vie, et au bout du compte, elle t'a jeté comme un chien. Alors pour une fois, une seule fois, tu vas laisser faire les choses. Tu vas laisser cette clause agir. Pas par vengeance, mais parce que ta défunte femme, qui était plus sage que nous deux réunis, savait ce qu'elle faisait. Mais Joseph, je ne veux pas de cet argent. Je veux ma fille. Et tu crois que tu retrouveras ta fille en lui rendant tout là maintenant? Il a secoué la tête. Non, Antoine. Si tu lui rends tout aujourd'hui, elle repart avec son escroc, elle empoche le magot, et tu ne la revois plus jamais. Tu seras le vieux qu'on a plumé une dernière fois. Tandis que si tu attends, si tu laisses le temps faire son œuvre, peut-être que cette petite, débarrassée de l'appât, finira par se rappeler qui tu es. Il a posé sa grosse main sur mon épaule. Le temps, Antoine. Tu es horloger, bon sang. Tu sais mieux que personne que le temps répare ce que la précipitation casse. Donne du temps au temps. Les paroles de Joseph ont rejoint celles de Maître Hartmann. Et lentement, j'ai compris qu'ils avaient raison, que ma générosité, si je n'y prenais garde, ne ferait que livrer ma fille, pieds et poings liés, à celui qui la dévorait. Quelques jours plus tard, Maître Hartmann m'a convoqué de nouveau à son étude, seul cette fois. « Monsieur Wagner, m'a-t-il dit en me faisant asseoir, il faut que je vous parle d'Élise, et de ce qu'elle m'a confié il y a 22 ans. » Il a sorti, d'un coffre, un second document, une lettre scellée elle aussi. Quand votre femme est venue rédiger son testament, sachant qu'elle allait mourir, elle a fait 2 choses. La première, vous la connaissez, la clause. La seconde, c'est ceci. Il a posé la main sur la lettre. Une lettre, écrite de sa main,
adressée à Chloé, avec une instruction très précise. Cette lettre ne doit être remise à votre fille que le jour où elle aura, de son plein gré, fait le premier pas pour se réconcilier avec vous. Pas avant. Élise a été formelle. Si on lui donne cette lettre avant qu'elle revienne d'elle-même, elle ne la lira qu'avec les yeux du calcul. Il faut qu'elle revienne d'abord par le cœur. Alors seulement, mes mots auront un sens. J'ai regardé cette enveloppe, ces mots d'Élise endormie depuis 22 ans, qui attendait ma fille. Que contient cette lettre? Ai-je demandé. Je ne le sais pas entièrement, a dit Hartmann. Élise l'a scellée elle-même. Mais elle m'a dit ceci. Cette lettre contient la vérité sur l'amour. Le jour où Chloé la lira, elle comprendra ce qu'aucun héritage ne peut acheter. Le notaire m'a regardé. Tout dépend, désormais, de votre fille, monsieur Wagner, de sa capacité à revenir, et de votre patience à attendre qu'elle le fasse. Mais pendant que nous attendions Vincent, lui n'attendait pas. Il avait compris que la clause lui barrait la route. Et un homme comme lui, quand on lui barre la route de l'argent, ne renonce pas. Il cherche une autre porte. Et la porte qu'il a trouvée, je n'aurais jamais pu l'imaginer. La porte que Vincent a trouvée, c'était moi. Ou plutôt, ce qu'il croyait être ma faiblesse, mon amour pour Chloé. Il avait compris, en m'observant dans le bureau du notaire, une chose simple. Antoine Wagner ne veut pas de l'argent. Antoine Wagner ne veut que sa fille. Donc, pour récupérer l'héritage, il suffit de lui rendre sa fille ou d'en avoir l'air. Il suffit que Chloé revienne vers le vieux, joue la repentie, regagne sa confiance et obtienne de lui qu'il signe le renoncement, qu'il rende tout. Le vieux, fou de joie de retrouver son enfant, signera n'importe quoi. Et le tour sera joué. La clause contournée, l'héritage récupéré. Et le vieux, une fois qu'il aura signé, on pourra de nouveau s'en débarrasser. C'était bien pensé. Froid, mais bien pensé. Et c'est ainsi que, 2 semaines après la scène du notaire, Chloé est venue frapper à la porte de Joseph, où je logeais. Quand je l'ai vue sur le palier, mon vieux cœur a bondi malgré tout. Elle avait les yeux baissés, l'air contrit. « Papa, papa, de nouveau. Papa, il faut qu'on parle. » J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai honte de ce que je t'ai dit. Tu m'as élevé, tu as tout fait pour moi, et je t'ai traité comme un étranger. Pardonne-moi. Je voudrais qu'on se retrouve. Mon premier mouvement a été de la serrer dans mes bras, de pleurer de joie, de tout pardonner sur le champ. Ma fille revenait. Ma petite Chloé, Mais, et que Dieu me pardonne ce soupçon, quelque chose m'a retenu. Un détail. Sur le trottoir, en bas, à travers la fenêtre, j'ai aperçu une voiture. La voiture de Vincent. Il l'avait conduite jusqu'ici. Il l'attendait. Il l'avait amenée. Et j'ai compris. Le soir même, j'en ai parlé à Maître Hartmann, puis à Joseph, et tous deux ont confirmé ce que je redoutais. C'est exactement ce que je craignais, a dit le notaire. Une réconciliation de façade, orchestrée par Delcourt. Le but est clair, que vous renonciez à l'héritage en faveur de Chloé. Et je vous le redis, monsieur Wagner, la clause d'Élise exige une réconciliation sincère. Si vous signez un renoncement sous le coup d'une fausse réconciliation, vous ne faites que livrer votre fille et l'héritage à cet homme. Ne signez rien. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Je la repousse. Je claque la porte au nez de ma fille qui me tend la main, même si c'est une main calculée. Je ne peux pas. Joseph, qui écoutait, a eu un sourire malin sous sa moustache. Et qui te dit de la repousser, vieux fou? Comment ça? Mais ein doues ein dorn. Réfléchis, Antoine. Avec ta tête d'horloger. Il s'est penché. Vincent envoie Chloé vers toi pour t'embobiner et te faire signer. Soit. Mais pour t'embobiner, il faut qu'elle passe du temps avec toi. Beaucoup de temps. Des heures, des journées, des semaines, à jouer la fille aimante. Or, son sourire s'est élargi. Or, qui peut dire ce qui arrive à un cœur d'enfant, même endurci, quand il passe des semaines auprès du père qu'il a vraiment aimé? Vincent croit t'envoyer une comédienne pour te piéger. Mais il t'envoie surtout ta fille, sous ton toit, près de toi. Et ça, mon vieux, c'est exactement ce que ta défunte Élise voulait. J'ai compris alors le génie de la chose. Et le génie, par-delà la mort, d'Élise. Vincent croyait jouer une partie, mais il jouait sans le savoir le jeu d'une morte plus intelligente que lui.
Il me renvoyait ma fille en pensant me dépouiller. Et moi, j'allais accepter sa main tendue? Non. Pas pour signer ce qu'il voulait, mais pour gagner du temps. Du temps auprès d'elle. Du temps pour que ressuscite, sous la comédienne, la petite fille des berceuses. Très bien, ai-je dit. Ouais, je vais accepter sa réconciliation. Je vais la laisser revenir. Je vais passer du temps avec elle. Tout le temps qu'elle voudra. J'ai regardé Joseph, puis Hartmann. Mais je ne signerai rien. Jamais. Je vais simplement être son père. Et on verra qui, de Vincent d'Élise, connaît le mieux le cœur de ma fille. Maître Hartmann a hoché lentement la tête. C'est un pari risqué, Monsieur Wagner. Monsieur Wagner, vous allez devoir endurer de la voir jouer la comédie, en sachant que c'est une comédie. C'est une épreuve cruelle pour un père. J'ai enduré pire, ai-je dit. J'ai enduré de l'entendre me dire « parce ». À côté de ça, je peux bien endurer de la voir revenir, même par calcul. Parce que sous le calcul, il y aura elle. Il y aura elle. Et moi, je sais attendre. C'est mon métier. Le lendemain, j'ai appelé Chloé. Et je lui ai dit, la voix tremblante d'une émotion qui, elle, n'était pas feinte, ma fille. J'accepte. Reviens quand tu veux. La porte de ton père te sera toujours ouverte. Au bout du fil, il y a eu un petit silence. Et puis sa voix qui a dit « Merci, papa » d'un ton récité, préparé, où Vincent croyait avoir gagné. Mais moi, dans ce « Merci, papa », j'avais entendu tout au fond, comme un grain de sable, une fêlure minuscule dans la mécanique du mensonge, la voix d'une enfant qui ne savait pas encore qu'elle allait revenir vraiment à elle-même. La partie commençait, et le temps, mon vieil allié, était de mon côté. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je recevais ma fille comme un cadeau, tout en sachant qu'elle venait au départ pour me dépouiller. J'ouvrais mon cœur à une comédienne, en pariant que la comédienne finirait par s'effacer devant l'enfant. Chloé venait 2 ou 3 fois par semaine. Au début, ses visites étaient guidées, calculées. Elle posait les bonnes questions, prononçait les bons mots tendres, amenait la conversation avec une habileté de juriste vers l'avenir, la simplification des choses, ce qui serait le plus. Sage pour tout le monde, c'est-à-dire vers le moment où je signerais, et chaque fois je souriais, je l'écoutais et je ne signais rien. Je changeais de sujet, doucement. Je proposais un café. Je sortais une vieille photo, car c'est là qu'était mon arme à moi, le passé. Notre passé. Je n'avais plus grand-chose, mais j'avais gardé les photos, et un soir, je les ai sorties, l'air de rien. Chloé a 3 ans, avec son lapin élimé, le jour où elle est arrivée. Chloé est sur mes épaules, à la fête des cigognes. Chloé édentée, fière, le jour de sa première communion. Chloé en blouse blanche, le jour de sa remise de diplôme à Strasbourg, où j'étais le seul à pleurer dans la salle. Au début, elle regardait ces photos d'un œil poli, distant. Mais peu à peu, je l'ai vue s'attarder. S'arrêter sur l'une, puis sur l'autre. Je ne me souvenais pas de ce lapin, a-t-elle murmuré un soir. Tu l'as gardé? Il est là-haut, dans une boîte. Tu ne l'as jamais lâché pendant 2 ans. Tu hurlais si on essayait de le laver. Elle a eu, malgré elle, un petit rire. Un vrai, le premier. Je lui ai cuisiné les plats de son enfance. Le bake-off du dimanche qui mijotait toute la matinée et embaumait l'appartement. Les bredelles de Noël, ces petits gâteaux que nous faisions ensemble chaque décembre, elles débordant de farine jusqu'au coude. La première fois que je lui en ai mis une assiette devant elle, je l'ai vue se figer, la fourchette en l'air, le regard soudain lointain, rattrapé par une vague de souvenirs. « Ça a exactement le même goût, a-t-elle dit, la voix un peu étranglée. « Exactement. » Petit à petit, sans qu'elle s'en rende compte, les visites calculées devenaient autre chose. Elle restait plus longtemps. Elle parlait moins de simplifier les choses et davantage d'avant. Elle me posait des questions sur sa mère, Élise, qu'elle n'avait pas connue. Et je lui racontais. Comme Élise s'était agenouillée devant elle le premier jour et lui avait tendu la main, comme elle l'avait appelée ma Chloé. Comme, mourante, elle m'avait fait promettre de l'élever en lui donnant tout l'amour du monde. Et tu as tenu ta promesse, a dit Chloé un soir, très bas, presque malgré elle. J'ai essayé, ai-je répondu. Un dimanche, elle m'a demandé à ma grande surprise si nous pouvions sortir marcher un peu tous les deux dans la vieille ville. Il neigeait doucement.
Nous avons descendu les ruelles que nous avions arpentées 1000 fois quand elle était enfant, main dans la main, et sans nous être concertés, nos pas nous ont menés aux mêmes endroits qu'autrefois. Devant la vitrine du pâtissier où je lui offrais, le dimanche, un seul gâteau, parce qu'on ne pouvait pas s'en payer deux, et qu'elle le partageait en 2 moitiés rigoureusement égales pour qu'on ait. Chacun la nôtre, sur le petit pont de la petite Venise, où je la soulevais pour qu'elle voie les canards. Bay, devant ma vieille boutique d'horloger, fermée désormais, dont la vitrine vide, la regardait comme un œil éteint. Chloé s'est arrêtée devant cette vitrine, longtemps. Elle était toujours pleine de pendules, avant, a-t-elle murmuré. Il y en avait un coucou qui me faisait peur quand j'étais petite. Tu te souviens? Le coucou de la mère Brondel. Tu te cachais derrière mes jambes chaque fois qu'il sonnait. Elle a ri, et puis son rire s'est éteint, et elle a dit presque pour elle-même, « Qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces pendules ?» La boutique est vide. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas lui dire que je les avais vendues une à une pour payer ses études. Mais je crois qu'à cet instant, une question s'est levée en elle, une petite question qui ne demandait qu'à grandir. Où était passé tout ce que possédait son père? Et pourquoi? Il y avait dans ces moments-là des fissures de plus en plus grandes dans son armure. Je voyais la comédienne vaciller. Je voyais remonter, sous les traits de la jeune femme dure et calculatrice, le visage de ma petite fille. Et mon vieux cœur d'horloger se prenait à espérer. Mais l'autre, à l'extérieur, veillait. Vincent. Car ces semaines où Chloé s'adoucissait étaient pour lui des semaines de retard. Il attendait que je signe, et je ne signais pas. Il attendait que sa marionnette ramène le précieux papier, et elle revenait les mains vides, et, pire pour lui, le cœur troublé. J'ai su plus tard par Chloé elle-même comment les choses se passaient de son côté. Comment Vincent, chaque fois qu'elle rentrait de chez moi, l'interrogeait, fébrile. « What? Alors? » Il a signé. Tu lui as parlé du renoncement. Qu'est-ce que tu fabriques, ça fait des semaines. Comment il s'agaçait de la voir revenir attendrie, parler de son enfance, des bredelles, du lapin. On s'en fout de ton lapin, Chloé. Tu es là pour récupérer ton héritage, pas pour faire de la nostalgie avec ce vieux. Concentre-toi. Ce vieux, encore. Chaque fois qu'il prononçait ces mots, je crois qu'un petit quelque chose se brisait dans l'estime que Chloé lui portait. Car comment aimer un homme qui parle de votre père, même le père que vous avez renié, avec un tel mépris? Un soir, après une visite où nous avions ri ensemble pour la première fois comme autrefois, Chloé s'est arrêtée sur le pas de la porte. Elle m'a regardé, et elle a dit, d'une voix où perçait un trouble nouveau, « Papa, pourquoi tu ne m'en veux pas? Après ce que je t'ai dit. » Parse. Pourquoi tu me reçois? Pourquoi tu me cuisines des bredelles? Pourquoi tu me souris? À ta place, je me détesterais. J'ai posé ma main sur sa joue, comme quand elle était petite, parce que tu es ma fille, Chloé. Et qu'un père, ça n'attend pas que son enfant le mérite pour l'aimer. Ça aime, c'est tout, c'est tout. Elle est restée un instant immobile, les yeux brillants. Puis elle est partie dans la nuit, vers la voiture de Vincent qui l'attendait en bas. Mais ce soir-là, je le savais, le grain de sable était devenu fêlure. Et la fêlure, lézarde. Le mécanisme du mensonge commençait à se gripper. Il ne manquait plus qu'une chose pour qu'il se brise tout à fait. Que Chloé découvre qui était vraiment l'homme qu'elle croyait aimer. Et cette découverte-là approchait. C'est Maître Hartmann qui, le premier, a tiré le fil, en tant que notaire de la famille et gardien de la volonté. D'Élise, il n'avait pas apprécié les menaces de Vincent de contester et attaquer. Un homme qui parle si vite de procès quand un héritage lui échappe, ça éveille la méfiance d'un vieux praticien. Alors discrètement par ses confrères avec quelques relations, Hartmann s'est renseigné sur M. Vincent Delcourt. Et un matin, il m'a convoqué, le visage grave, un dossier devant lui. « Monsieur Wagner, asseyez-vous. Ce que j'ai à vous dire n'est pas agréable, mais vous devez le savoir. » Il a ouvert le dossier. « Votre futur gendre, si je puis dire, n'est pas du tout ce qu'il prétend. Vincent Delcourt ne travaille pas dans le conseil et l'investissement, en tout cas pas comme il le laisse croire. C'est un homme criblé de dettes. Il a monté plusieurs affaires, toutes coulées. Il doit de l'argent à des banques, à des particuliers et à des gens qu'on ne fait pas attendre. » Hartmann a tourné une page, et ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. J'ai senti mon sang se glacer. Comment ça, pas la première fois? Il y a 4 ans, à Mulhouse, Vincent Delcourt s'est fiancé avec une jeune femme de bonne famille, héritière, elle aussi. Il l'a courtisée, isolée des siens, et il a tenté de mettre la main sur sa fortune. La famille a flairé le danger à temps, et l'a fait fuir.
Avant cela, à Nancy, une histoire semblable avec une veuve fortunée. Le notaire a relevé les yeux. C'est son métier, monsieur Wagner. Séduire des femmes qui ont de l'argent ou qui vont en avoir et les dépouiller. Votre fille, avec l'héritage Reinhardt qu'il attendait à 25 ans, était pour lui une cible idéale. Il l'a repérée. Il l'a séduite. Il l'a montée contre vous. Le seul qui pouvait le démasquer. Tout cela était prémédité. J'ai dû m'appuyer au dossier de ma chaise. Tout ce que j'avais pressenti se confirmait, en pire. Ma Chloé n'avait pas seulement été manipulée. Elle avait été chassée, traquée, choisie comme une proie par un prédateur professionnel. Et il y a une dernière chose, a dit Hartmann, et sa voix s'est faite plus basse encore, la pire peut-être. Dites, Vincent Delcourt n'a pas l'intention de rester avec votre fille. Il a posé devant moi une photo prise dans un café de Strasbourg. Vincent y était, attablé, tenant la main d'une autre femme. Une jeune femme blonde qui n'était pas Chloé. Il entretient depuis des mois une relation avec cette personne. Mon contact a établi qu'il projette de partir ensemble à l'étranger dès que Vincent aura réuni assez d'argent. Hartmann m'a regardé. Le plan de cet homme, monsieur Wagner, est limpide. Mettre la main, par Chloé, sur l'héritage Reinhardt. Vendre la demeure, les vignes, tout liquider. Et disparaître avec l'argent, en abandonnant votre fille comme il a abandonné les autres. Chloé n'est pour lui qu'un moyen. Une fois la fortune en poche, il la jettera. J'ai regardé cette photo, ce visage souriant de Vincent tenant la main d'une autre, et une rage froide m'a envahi. Non pour moi. Pour Chloé. Ma fille, qui avait renié son père au nom de l'amour d'un homme qui ne l'avait jamais aimée, et qui la jetterait, ruinée et seule, dès qu'il aurait eu ce qu'il voulait. Il faut le lui dire, ai-je murmuré. Il faut que Chloé sache. Oui, a dit Hartmann. Mais attention, monsieur Wagner. C'est là tout le problème. Il a joint les mains. Si vous allez voir Chloé et que vous lui dites « Ton Vincent est un escroc, il te trompe, il veut te ruiner et te quitter », qu'est-ce qu'elle va penser? J'ai compris où il voulait en venir, et mon cœur s'est serré. Elle va penser que je suis un vieux père jaloux, que j'invente tout ça pour la séparer de l'homme qu'elle aime, et la garder pour moi, que je suis prêt à tout pour la récupérer, elle et l'héritage. Exactement. Hartmann a hoché la tête. Vincent a passé des mois à la préparer à ça. À lui répéter que vous étiez possessif, intéressé, jaloux. Si l'accusation vient de votre bouche, il l'a déjà désamorcée d'avance. Elle se braquera. Elle courra se réfugier dans ses bras. Et nous l'aurons perdue pour de bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé désespéré. Désespéré, on la laisse foncer dans le mur. Maître Hartmann a refermé le dossier, lentement. Et il a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Non. Non, mais il ne faut pas que ce soit vous qui ouvriez ses yeux, monsieur Wagner. Il faut que ce soit elle qui voie. De ses propres yeux. La vérité qu'on nous montre, on la rejette. La vérité qu'on découvre soi-même, on ne peut plus la nier. Il m'a regardé. Notre travail, ce n'est pas de lui dire qui est Vincent. C'est de l'amener à un endroit, à un moment, où elle le verra, lui, tel qu'il est. Et de la laisser regarder. Le conseil de Maître Hartmann était sage, mais difficile à appliquer. Comment amener Chloé à voir d'elle-même ce que nous savions sans le lui dire? J'y ai longuement réfléchi le soir, dans la petite chambre que Joseph m'avait prêtée. Et c'est mon métier encore qui m'a soufflé la réponse. Quand une horloge sonne faux, on ne le dit pas au client en l'accusant de mal entretenir sa pendule. On lui fait écouter. On lui dit « Tendez l'oreille. Vous entendez ce petit décalage ?» Et le client soudain l'entend. Et il ne peut plus ne pas l'entendre. Alors, lors d'une des visites de Chloé, je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas dit un mot contre Vincent. J'ai seulement à la fin posé ma main sur la sienne et je lui ai dit doucement, ma fille, je ne te dirai jamais qui tu dois aimer. C'est ta vie et je la respecte. Mais permets à un vieil horloger de te donner un dernier conseil. Ose, pas sur Vincent, sur toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Un jour, pose à l'homme que tu aimes 2 questions. Et regarde bien son visage quand il répondra, pas seulement ses mots. La première, que comptes-tu faire de la maison de ma mère une fois qu'elle sera à moi? Et la seconde, la plus importante, m'aimerais-tu encore exactement pareil s'il n'y avait aucun héritage, si j'étais pauvre comme mon père? Je serrai sa main. Pose ces 2 questions, Chloé. Et,
Écoute la réponse avec ton cœur. Si elle te rassure, tant mieux, oublie le vieux fou que je suis. Mais si elle te trouble, alors souviens-toi que la porte de ton père te sera toujours ouverte. Elle n'a rien répondu. Mais j'ai vu dans ses yeux que les questions s'étaient plantées en elle comme des échardes. Elle est repartie, troublée. Troublée, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées dans les jours qui ont suivi entre Chloé et Vincent. Elle me l'a raconté plus tard, par bribes. Mais voici ce que j'en ai compris. Elle a posé les questions. Pas frontalement peut-être, mais elle les a posées et surtout, elle a regardé. Elle a commencé à observer Vincent autrement. Autrement à écouter vraiment ce qu'il disait. Et ce qu'elle a entendu l'a glacé. Quand elle lui a demandé ce qu'il comptait faire de la maison des Reinhardt, il n'a pas hésité. La vendre, évidemment. Une vieille baraque pareille, ça vaut une fortune au prix du mètre carré dans la vieille ville. On la vend, on prend l'argent, on s'installe ailleurs, au soleil. Pourquoi s'encombrer d'un musée plein de souvenirs qui ne sont même pas les tiens? La maison où sa mère était née, où sa mère avait grandi, à vendre comme un musée encombrant. Et quand, le cœur battant, elle a fini par lui poser l'autre question. « Vincent, est-ce que tu m'aimerais autant s'il n'y avait pas d'héritage ?» Il a ri, et il a dit « Quelle question stupide, mais l'héritage fait partie de toi, ma chérie. Toi, sans l'héritage, ce ne serait pas toi. Allez, arrête avec ces idées de ton vieux, c'est lui qui te met ça en tête pour nous diviser. » Il n'avait pas dit non. Mais il n'avait pas dit oui. Il avait esquivé. Et dans cette esquive, Chloé avait entendu enfin le décalage. La pendule qui sonnait faux. À partir de là, elle n'a pu ne pas voir. Et quand on commence à voir, on voit tout. Elle a remarqué les appels qu'il prenait à l'écart en baissant la voix, les messages qu'il cachait, les soirs où il prétendait voir des clients et rentrait tard, le parfum d'une autre sur sa veste. Un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone a vibré sur la table. Un message s'est affiché à l'écran. Chloé ne l'a pas cherché. Il était là, sous ses yeux. Quelques mots d'une certaine Laura. « Alors, mon amour, tu l'as enfin, ce fameux héritage. J'en ai marre d'attendre. Quand est-ce qu'on part tous les deux ?» Tous les deux. Chloé est restée pétrifiée devant cet écran. Tout s'est effondré d'un coup dans sa tête. Les questions de son père. Les esquives de Vincent. Le mépris pour la maison de sa mère. Et maintenant, ça. Une autre femme. Un « nous » qui ne l'incluait pas, elle, mais qui incluait son argent. Elle a compris en une seconde atroce qu'elle n'avait jamais été pour Vincent qu'un coffre-fort à ouvrir. Que pendant qu'elle reniait son père, trahissait sa mère, vendait son âme, l'homme pour qui elle faisait tout cela en aimait une autre, et n'attendait que l'argent pour là. Jeter. Elle n'a rien dit ce soir-là. Elle a remis le téléphone en place, et elle a fait semblant. Toute la nuit, à côté de lui, elle a fait semblant, le cœur en miettes, pendant que son monde s'écroulait en silence. Le lendemain matin, à la première heure, sans prévenir, elle est venue frapper à la porte de Joseph. Et quand je lui ai ouvert et que j'ai vu son visage ravagé, ses yeux rougis par une nuit de larmes, j'ai tout de suite su, le voile était tombé. Ma fille était revenue. Elle s'est effondrée dans mes bras dès que la porte s'est ouverte. Tout son corps tremblait. Et les mots sont sortis entre les sanglots en désordre, comme un barrage qui cède après des mois de retenue. Papa, pardonne-moi, j'ai été tellement bête, tellement cruelle, il me trompe, il en aime une autre, il voulait juste l'argent, il voulait vendre la maison de maman, et moi je t'ai dit de partir, papa, je t'ai dit passe, à toi, après tout ce que tu as fait, comment j'ai pu, je l'ai serré contre moi, cette grande jeune femme qui redevenait dans mes bras mains, petite fille des nuits de terreur. Et j'ai fait ce que j'avais fait 1000 fois, 20 ans plus tôt, quand elle se réveillait en hurlant. Je l'ai bercée, doucement, doucement. Là, ma Chloé. Je suis là. Nous sommes restés ainsi longtemps, debout dans l'entrée, elle pleurant contre ma poitrine, moi lui caressant les cheveux. Joseph, discrètement, s'est éclipsé dans la cuisine. Et peu à peu, les sanglots se sont calmés. Quand elle a pu parler de nouveau, elle m'a tout raconté. Le message de cette Laura, les mensonges, le mépris de Vincent pour la maison, pour moi, pour tout ce qui avait de la valeur, et la prise de conscience atroce de ce qu'elle avait failli devenir. Le pire, a-t-elle dit, la voix brisée, c'est que toi, tu savais, n'est-ce pas?
Quand je suis revenu te voir il y a des semaines, en jouant la fille repentie, tu savais que Vince m'envoyait, que c'était calculé, que je venais pour te faire signer le renoncement. Tu le savais et tu m'as quand même ouvert ta porte. Tu m'as cuisiné des bredelles. Tu m'as montré les photos. Tu m'as raconté maman, en sachant que je venais te trahir une deuxième fois. Elle m'a regardé, incrédule. Pourquoi, papa? Pourquoi tu as fait ça? Je me suis assis près d'elle. Et je lui ai dit la vérité. Oui, je le savais, Chloé. Maître Hartmann et Joseph m'avaient prévenu. Je savais que Vincent t'envoyait pour me dépouiller. J'ai pris sa main. Mais vois-tu, je me suis dit une chose. Je me suis dit, il m'envoie une comédienne, mais sous la comédienne, il m'envoie ma fille. Il m'envoie ma... Et si je passe assez de temps avec elle, peut-être que la comédienne s'effacera et que ma vraie Chloé reviendra. Alors j'ai accepté. J'ai pris le risque de souffrir, de te voir jouer en pariant que sous le jeu, il y aurait toi. J'ai souri à travers mes larmes. C'était le pari d'un vieux fou. Mais c'est aussi, je crois, ce que ta mère avait prévu depuis le début. Maman, ta mère, en écrivant sa clause, n'a pas voulu te punir, Chloé. Elle a voulu te ramener. Elle savait qu'un jour, peut-être, tu te perdrais, ébloui par l'argent ou par un homme. Et elle a fait en sorte que ce jour-là, le seul chemin pour retrouver ton héritage passe par moi. Par une vraie réconciliation, pas pour me protéger, moi, pour te sauver, toi, pour t'obliger à revenir vers l'amour, avant de pouvoir toucher à l'argent. Ma voix s'est cassée. Ta mère, du fond de sa tombe, t'a tendu un fil, et ce fil t'a ramené. Chloé a pleuré de plus belle, mais c'était cette fois des larmes différentes. Des larmes qu'il avait. Je ne mérite pas tout ça, a-t-elle dit. Je ne mérite pas ta clémence, ni l'amour de maman, ni l'héritage, ni rien. Je t'ai chassé, papa. Devant le notaire. Passe. Tu étais sous emprise, ma fille, ai-je dit fermement. Un prédateur professionnel t'a choisi, séduite, isolée, et retourné contre moi, méthodiquement, pendant des mois. Ce n'était pas toi. C'était lui qui parlait par ta bouche. Et la preuve, c'est que dès que tu as vu clair, tu es revenu. Le vrai toi est revenu. Celui-là, je ne l'ai jamais perdu. Je l'attendais, c'est tout. Elle a relevé la tête, et dans ses yeux rougis, j'ai vu naître autre chose que le chagrin. Une résolution. Une colère aussi. Saine, celle-là. Celle-là, il faut que je le voie, a-t-elle dit. Vincent, il faut que je lui dise en face que je sais, que c'est fini, que je ne lui donnerai jamais un centime, ni la maison de ma mère, ni rien. Tu es sûr? Ai-je demandé. Un homme comme lui peut être dangereux quand on le démasque. Je suis sûr. Elle a essuyé ses larmes, et elle s'est redressée, soudain digne, soudain forte, ma fille, la vraie, la Reinhardt et la Wagner mêlée, mais pas seule. Elle m'a regardé. Avec toi, papa, si tu veux bien. Une dernière fois, j'ai besoin que tu sois là. Comme tu l'as toujours été. J'ai pris son visage dans mes mains. Je serai là, Chloé, comme toujours. Nous avons demandé à Vincent de venir, le surlendemain, à la demeure des Reinhardt, cette maison qu'il convoitait tant et qu'il ne posséderait jamais. Bon, Chloé voulait que ce soit là, dans la maison de sa mère, qu'elle lui dise son fait. Maître Hartmann avait tenu à être présent, lui aussi, avec un de ses clercs comme témoin. Et moi, j'étais là, debout près de ma fille. Vincent est arrivé sûr de lui, le sourire conquérant. Il croyait, je pense, qu'on l'avait convoqué pour la bonne nouvelle, que le vieux avait fini par céder, qu'on allait signer le renoncement, qu'il allait enfin toucher au but. Il a embrassé Chloé, qui s'est raidie, et m'a salué d'un monsieur Wagner, mielleux, retrouvé pour l'occasion. Alors, a-t-il dit, en se frottant les mains, son regard balayant le beau salon lambrissé comme un propriétaire évaluant son bien. On est tous réunis. C'est le grand jour, j'imagine. On régularise tout ça. Chloé s'est avancée. Elle était pâle, mais droite. Et sa voix, quand elle a parlé, n'a pas tremblé. Oui, Vincent, c'est le grand jour, le jour où je te dis la vérité. Le sourire de Vincent a vacillé. Quelle vérité? Je sais tout. Elle a posé sur la table le téléphone, le sien où elle avait noté le message. Laura, tes dettes, tes fiancés d'avant à Mulhouse, à Nancy, que tu as essayé de plumer comme tu essaies de me plumer moi. Le projet de vendre la maison de ma mère et de partir avec elle, avec mon argent. Je sais tout, Vincent. Le visage de Vincent s'est décomposé, puis durci.
J'ai vu en quelques secondes le masque tomber tout à fait. Le charmeur a disparu. Et ce qui est resté était froid, calculateur, méprisant. Qui t'a raconté ces salades? A-t-il craché? Puis ses yeux se sont posés sur moi, haineux. Le vieux, bien sûr. Je t'avais prévenu, Chloé. Ton cher papa est jaloux, possessif. Il fera tout pour nous séparer et garder son magot. Tu vas le croire, lui, plutôt que moi? Ce n'est pas lui qui m'a raconté, a dit Chloé calmement. Et ce n'est pas lui calmement. Mon père ne m'a jamais dit un mot contre toi. Pas un seul. Il m'a juste conseillé de te poser 2 questions et de regarder ton visage. C'est toi-même qui m'as ouvert les yeux, Vincent. Avec ton mépris pour la maison de ma mère. Avec ta façon d'esquiver quand je t'ai demandé si tu m'aimerais sans l'héritage. Et le reste, elle a montré le téléphone. C'est Alora qui me l'a appris, pas mon père. Vincent a compris qu'il était démasqué. Et alors, comme tous les lâches acculés, il a abandonné toute prudence et le venin a jailli. Très bien, il a eu un rictus. Tu veux la vérité? La voilà. Oui, il y a Laura. Oui, j'ai des dettes. Et oui, je comptais vendre cette baraque pourrie et partir. Et tu sais quoi? Tu crois vraiment qu'un homme comme moi pouvait t'aimer, toi? Une petite fille perdue, mal dans sa peau, élevée par un horloger minable au-dessus d'une boutique poussiéreuse? Il a ri, cruel. Je t'ai choisi pour ton héritage, point. Tout le reste, les je t'aime, les projets, c'était du travail. Et le plus beau, c'est que ça a marché. Tu as renié ton père pour moi. Tu lui as dit « Pars » pour moi. Tu étais prête à tout me donner. J'ai vu Chloé encaisser chaque mot. C'était terrible. Mais elle n'a pas baissé les yeux. Et moi, malgré ma rage, je suis resté silencieux, parce que je sentais que ma fille avait besoin de finir ça elle-même. Tu as raison sur un point, Vincent, a-t-elle dit la voix tremblante mais ferme. J'ai renié mon père pour toi. C'est la chose dont j'ai le plus honte de toute ma vie. Mais regarde bien autour de toi. Elle a écarté les bras. Cette maison que tu voulais vendre, tu ne l'auras jamais. L'héritage que tu convoitais, je l'ai perdu le jour où j'ai chassé mon père. Il y a une clause, Vincent, une clause de ma mère que tu n'avais pas prévue. Tout est revenu à lui. Tu as monté ton plan pendant des mois, tu m'as fait trahir tout ce que j'aimais, et au bout du compte, elle a eu un rire amer. Au bout du compte, il n'y a rien pour toi. Rien du tout. Tu as tout perdu, toi aussi. Le visage de Vincent est passé du rouge au blanc. Il s'est tourné vers Hartmann. C'est vrai, cette histoire de clause, l'héritage est revenu au vieux? Parfaitement exact, a confirmé le notaire, glacial. Mademoiselle Wagner ne possède à ce jour rien du tout. Et je dois ajouter, monsieur Delcourt, que vos petites entreprises à Mulhouse et à Nancy, ainsi que vos manœuvres ici, intéresseront peut-être la justice. J'ai constitué un dossier. Si vous vous approchez encore de cette famille, il partira au procureur. Vincent nous a regardés, l'un après l'autre, et quand il a compris qu'il n'y avait vraiment plus rien à gratter, ni argent, ni maison, ni proie, il a fait ce que font les prédateurs quand la chasse est finie. Il est parti. Sans un mot d'excuse, sans un regard pour Chloé. Il a tourné les talons, et il a quitté la demeure des Reinhardt, nous laissant là, dans le silence. La porte s'est refermée derrière lui. Et ma fille, libérée, vidée, s'est tournée vers moi et s'est jetée dans mes bras. Quelques jours plus tard, Maître Hartmann nous a de nouveau réunis dans son étude. Mais cette fois, l'atmosphère n'avait plus rien à voir avec celle du premier jour. Plus de tailleurs sombres, plus de mentons hautains, plus de Vincent en embuscade. Juste Chloé et moi, côte à côte, main dans la main. Le notaire nous a regardés longuement, et un sourire a adouci son visage grave. « Mademoiselle Wagner, a-t-il dit, vous avez, de votre plein gré, fait le premier pas vers votre père. Vous vous êtes réconciliés sincèrement sans calcul, et au prix de renoncer à un homme et à ce que vous croyez être votre bonheur. Il a sorti, de son coffre, l'enveloppe scellée, jaunie. Le moment est donc venu de respecter la dernière volonté de votre mère. Elle m'avait chargé de ne vous remettre cette lettre que ce jour-là. Pas avant. Le voici. » Il l'a tendu à Chloé. Les mains de ma fille tremblaient en brisant le sceau. Elle a déplié les feuillets, couverts de l'écriture fine et penchée d'Élise, cette écriture que je connaissais par cœur, que je n'avais pas vue depuis 22 ans et qui m'a serré la gorge dès le premier regard. Chloé a commencé à lire à voix haute pour moi, pour nous deux, et la voix d'Élise par-delà la mort a empli la pièce. « Ma Chloé, ma chérie,
Si tu lis cette lettre, c'est que tu as aujourd'hui 25 ans ou davantage et que tu viens de traverser une épreuve. Car je n'ai demandé qu'on te remette ces mots qu'après que tu serais revenu de toi-même vers ton père. Si tu les lis, c'est donc que tu es revenu. Et rien que pour cela, où que je sois, je suis en paix. Je vais mourir bientôt, ma fille. Tu n'as que 3 ans, et tu joues à mes pieds pendant que j'écris, avec ton lapin que tu ne lâches jamais. Tu ne te souviendras pas de moi. Cela me brise le cœur, mais je veux te laisser au moins ces mots pour le jour où tu seras grande. D'abord, je veux que tu saches une chose, la plus importante de toutes, tu n'es pas notre fille par le sang, mais tu es notre fille pour de vrai. Plus vrai que le sang, car le sang, on le reçoit sans l'avoir choisi. Toi, nous t'avons choisi. Ton père et moi t'avons regardé ce premier jour, et nous avons su tous les deux que tu étais notre enfant. Bon, ne laisse jamais personne te dire que ton père n'est pas ton vrai père sous prétexte qu'il ne t'a pas donné la vie. Il t'a donné mieux que la vie. Il t'a donné l'amour chaque jour par choix. Ensuite, ma Chloé, je dois te parler de l'argent, de cet héritage des Reinhardt que tu vas recevoir. Je viens d'une famille qui avait beaucoup d'argent et qui croyait que l'argent était ce qui comptait le plus au monde. Ma mère me l'a répété toute ma vie. Et pourtant, le jour le plus heureux de ma vie, je ne l'ai pas dû à l'argent. Je l'ai dû à un petit horloger sans fortune qui m'a aimé pour moi et que j'ai épousé contre l'avis de tous, ton père Antoine. L'homme le plus riche que j'ai connu, riche de patience, de bonté, de fidélité. Toutes choses qu'aucun héritage n'achète. Alors voici ce que je veux te dire, et c'est pour cela que j'ai écrit dans mon testament cette clause que tu connais maintenant. Je n'ai pas voulu te piéger, j'ai voulu te protéger. Je savais qu'un jour, riche et seul, tu serais une proie. Que des hommes viendraient pour ton argent en se déguisant en amour, et qu'ils essaieraient pour t'avoir de t'éloigner de la seule personne qui t'aimait vraiment, ton père. Alors, j'ai lié l'héritage à lui. Pour que jamais tu ne puisses avoir l'argent sans garder l'amour. Pour que, si un jour tu étais tenté de le renier, tu comprennes, par cette clause, que sans lui, l'argent ne vaut rien. Qu'il n'est que des murs et des chiffres, tandis que lui, ton père, est tout le reste. Si tu lis ces lignes, ma chérie, c'est que tu l'as compris, c'est que tu as choisi l'amour avant l'argent. Et donc, le sens même de ma clause est accompli. L'héritage est à toi, ma fille, sans réserve. Sans réserve, profite-en pour être heureuse et généreuse. Mais n'oublie jamais ce qu'il t'aura coûté, et ce qu'il t'aura appris que la seule richesse qui compte, c'est ceux qui t'aiment. Et toi, Antoine, mon amour, car je sais que tu diras ceci par-dessus son épaule. Merci, merci d'avoir tenu ta promesse. Merci d'avoir été pour notre fille le père et la mère à la fois. Je savais, en mourant, que tu donnerais tout pour elle, jusqu'à ton dernier sou et ta dernière force. C'est pour cela que je t'ai protégé toi aussi par cette clause, pour qu'après tous tes sacrifices, jamais on ne puisse te jeter à la rue. Tu m'as rendu heureuse, Antoine. Et tu as fait de notre fille quelqu'un de bien. Je vous attends tous les deux, mais prenez votre temps. Aimez-vous d'ici là. Votre Élise. Pour toujours. Quand Chloé a posé la lettre, nous pleurions tous les deux. Sans honte. Et même maître Hartmann, le vieux notaire, avait retiré ses lunettes pour essuyer ses yeux. Élise, ma douce Élise. 22 ans après sa mort, elle venait de nous sauver tous les deux. Elle avait vu, du fond de sa maladie, ce que nous ne verrions que des décennies plus tard. Elle avait tendu, à travers le temps, un fil d'amour, et ce fil nous avait ramenés l'un vers l'autre. Chloé s'est tournée vers moi. Papa. Sa voix n'était qu'un souffle. Maman avait raison. La seule richesse qui compte, c'est toi. Et elle m'a serré dans ses bras, sous le regard ému d'Élise, qui, j'en suis sûr, nous regardait. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a doucement repris son cours, mais un cours nouveau, lavé, apaisé. L'héritage des Reinhardt est revenu à Chloé, comme Élise l'avait voulu. La clause avait accompli son œuvre. Ma fille avait choisi l'amour avant l'argent, et donc l'argent lui revenait débarrassé de sa malédiction. Maître Hartmann a procédé aux formalités, et cette fois il n'y avait plus dans la salle lambrissée ni vince, ni méfiance, ni froideur. Seulement un père et sa fille, enfin réunis. Mais quelque chose me tracassait. Car il y avait dans cette histoire une part qui restait dans l'ombre. Tous mes sacrifices, ces 22 années, Chloé n'en savait rien. Elle ignorait ce que m'avait coûté son éducation. Je n'avais jamais voulu qu'elle le sache, par fierté, par amour, pour ne pas l'accabler. Mais maître Hartmann, lui, le savait. Et un jour, sans me consulter, il a décidé que Chloé devait l'apprendre. Il l'a fait venir à son étude, seul, et il lui a parlé. Il lui a raconté ce que moi, je n'aurais jamais dit.
que l'argent des Reinhardt avait été bloqué, intouchable jusqu'à ses 25 ans. Et que pendant toutes ces années, c'était moi, le petit horloger, qui avait payé tout. Ses études à Strasbourg, son loyer, ses livres, sa vie. Et comment a-t-il payé à votre famille, mademoiselle? A demandé Hartmann. Avec une petite retraite d'horloger qui ne suffisait pas, il a posé devant elle un vieux carnet où j'avais, des années durant, noté mes comptes. Il a vendu, mademoiselle, un par un, sa voiture, puis ses outils, ses précieux instruments d'horlogerie anciens, hérités de son maître, qui était toute sa fierté de métier. Et à la fin, quand il ne restait plus rien, il a vendu la montre de gousset de son grand-père, la dernière chose de valeur qu'il possédait au monde, pour payer votre dernière année d'études. Chloé m'a raconté plus tard qu'elle était restée sans voix devant ce carnet, qu'elle avait revu, soudain, toutes ces années sous un autre jour. Le père qui disait toujours « Ne t'inquiète pas, la retraite suffit ». Le père qui ne s'achetait jamais rien. Le père dont la boutique s'était peu à peu vidée de ses beaux instruments, sans qu'elle, absorbée par sa jeunesse, n'y prête attention. Tout cela, c'était pour elle. Chaque outil vendu, chaque renoncement, c'était une année de sa vie à elle, payée par un morceau de la sienne à lui. Et il ne vous l'a jamais dit, a conclu Hartmann. Il ne me l'aurait jamais laissé vous dire non plus, si je lui avais demandé. Voilà l'homme que vous avez chassé d'un Parse, mademoiselle. Voilà l'homme que votre mère a voulu protéger. Je crois que vous deviez le savoir. Ce soir-là, Chloé est venue me voir, le carnet à la main, le visage bouleversé. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras, très fort, longtemps. Et j'ai compris qu'elle savait. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, papa ?» a-t-elle fini par murmurer. « La montre de ton grand-père, tes outils. Parce que ce n'étaient que des objets, ma fille, ai-je répondu. Et toi, tu étais ma vie. On ne compte pas quand on aime. On donne. » Elle n'a rien ajouté. Mais quelque chose dans son regard m'a dit qu'elle venait de comprendre, enfin, le vrai prix de l'amour. Ce qu'elle a fait ensuite, je ne l'ai appris que des semaines plus tard. En secret, ma fille entreprit des recherches. Elle a retrouvé, par les registres des brocanteurs et des horlogers de la région, la trace de ce que j'avais vendu. Et patiemment, une à une, elle a racheté mes choses, mes vieux instruments. Et surtout, la montre de gousset de mon grand-père que j'avais cédée à un antiquaire de Strasbourg et qui était passée entre plusieurs mains. Le matin de mon anniversaire, elle est arrivée avec un petit paquet enveloppé de papier de soie. Je l'ai ouvert, et là, dans le creux de ma main de vieil homme, j'ai retrouvé la montre de mon grand-père, la même, avec ses initiales gravées au dos, et le petit défaut sur le cadran que je connaissais par cœur. 20 ans après l'avoir vendue pour elle, ma fille me la rendait. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste serré cette montre contre mon cœur, et j'ai pleuré comme un enfant. « Tu as tout donné pour moi, papa, » a dit Chloé doucement. « Pendant 22 ans. Maintenant c'est mon tour. Pour le reste de ta vie, c'est moi qui prendrai soin de toi, comme tu as pris soin de moi. » Et elle a tenu parole. Conformément à la volonté d'Élise, et surtout à la sienne propre, je suis venu vivre dans la demeure des Reinhardt. Cette maison où je n'avais jamais eu ma place. Moi, le petit horloger, j'y suis entré à 72 ans, non plus comme un gendre toléré, mais comme le maître de maison qu'Élise avait voulu que je sois. Chloé a aménagé pour moi le plus bel atelier dont un horloger puisse rêver, baigné de lumière, donnant sur le jardin. Et là, entouré de mes outils retrouvés, je recommençais à réparer des horloges. Non plus pour vivre. D'où pour le plaisir. Pour le bonheur d'écouter de nouveau un balancier se remettre à battre. Les saisons ont passé sur Colmar. Les cigognes sont revenues claquer du bec sur les toits, puis reparties, puis revenues encore. Et chaque saison nous a rapprochés davantage, ma fille et moi, comme deux pendules qu'on remet enfin à la même heure, après les avoir longtemps laissés se dérégler. Chloé a changé, profondément. L'épreuve l'avait brisée puis reconstruite, plus solide, plus vraie. Elle a terminé son droit et elle est devenue avocate, mais pas n'importe quelle avocate. Elle s'est spécialisée dans la défense des personnes vulnérables, les personnes âgées qu'on cherche à dépouiller, les enfants placés, les adoptés en quête de leurs origines. Elle disait « Papa, j'ai failli devenir une de ces personnes qui méprisent et qui jettent. Maintenant, je veux passer ma vie à protéger ceux qu'on méprise et qu'on jette. » Et chaque fois qu'elle gagnait un de ces combats, elle rentrait à la maison, posait son dossier et venait s'asseoir près de moi à l'atelier, et nous parlions longtemps comme avant. De l'héritage des Reinhardt, elle a fait quelque chose dont sa mère, j'en suis sûr,
aurait été fière. Elle a gardé la demeure, bien sûr, notre maison désormais, mais d'une partie de la fortune, elle a créé une fondation au nom d'Elise Wagner, née Reinhardt, destinée à aider les familles qui souhaitent adopter et les enfants qui attendent une famille. Maman a sauvé une petite fille de 3 ans qui n'avait personne, m'a-t-elle expliqué. Avec son argent, on va en sauver d'autres. C'est la meilleure façon de la remercier. Le jour de l'inauguration, devant le petit bâtiment qui porte le nom de ma femme, j'ai regardé le ciel et je lui ai parlé, à elle, là-haut. Tu vois, Élise, notre Chloé. Regarde ce qu'elle est devenue. Joseph, mon vieux Joseph, vient déjeuner chez nous chaque dimanche. Il ronchonne que la demeure des Reinhardt est trop grande, trop chic pour 2 vieux comme nous, qu'on était bien mieux dans son appartement encombré. Mais je le vois bien qu'il est heureux. Heureux que son vieil ami ait retrouvé sa fille. Nous jouons aux cartes l'après-midi, et il triche, comme il a toujours triché, et je fais semblant de ne pas le voir, comme j'ai toujours fait. Ce premier Noël dans la demeure des Reinhardt, je ne l'oublierai jamais. Chloé a tenu à ce que nous fassions les bredelles ensemble comme autrefois, dans la grande cuisine de la maison. Et nous voilà, un vieil horloger et une avocate, les mains dans la farine jusqu'au coude, à découper des étoiles et des sapins dans la pâte, exactement comme 20 ans plus tôt dans le petit, partement au-dessus de la boutique. À un moment, elle s'est essuyé le front et y a laissé une trace de farine, et elle a éclaté de rire. Et dans ce rire soudain, j'ai retrouvé tout entière la petite fille de 8 ans qui débordait de farine. Le temps, pour une seconde, n'existait plus. Nous avons garni le sapin, allumé les bougies. Et le soir, dans cette grande maison qu'Élise avait habitée enfant, il y avait de nouveau des rires, une odeur de cannelle